Un milliardaire trouva son employé de maison étudiant tard dans la nuit, puis découvrit son secret et changea sa vie à jamais. Le manoir était silencieux, enveloppé d'obscurité, à l'exception d'un unique rail de lumière s'échappant faiblement de la cuisine. La vieille horloge de parquet dans le couloir venait de sonner 2 heures, une heure où même les plus agités s'abandonnaient généralement au sommeil. William descendit lentement les escaliers, pieds nus, sa robe de chambre négligemment jetée sur ses épaules. Il n'était pas habitué au silence. Autrefois, des années auparavant, il avait été empli de rires, de musique de piano, du bruissement des pages tandis que sa femme lisait au coin du feu. Maintenant, c'était le silence et la routine. Thé à 21 heures, solitude à 22 heures, insomnie à minuit. Il ne s'attendait à ce que personne d'autre ne soit éveillé. Alors qu'il tournait l'angle pour entrer dans la cuisine, il s'arrêta. Là, penchée sur l'îlot de marbre, se trouvait Anna. Elle portait un crayon niché derrière son oreille. Autour d'elle se trouvaient d'épais manuels de médecine, un cahier à spirale rempli de notes manuscrites, des diagrammes esquissés à l'encre. Elle ne le remarqua pas tout de suite, trop immergée dans son monde d'anatomie et d'équations chimiques. William s'éclaircit la gorge. Anna sursauta, refermant vivement le livre, surprise. « Yeah. Je suis désolé, monsieur, bégaya-t-elle en se levant. Je ne pensais pas que quelqu'un serait éveillé. » Il leva une main. « Non, non, ce n'est rien. Je suis juste descendu boire un peu d'eau. Mais que faites-vous » Elle hésita, puis baissa les yeux. « J'étais juste en train d'étudier. À 2 heures du matin. J'ai un examen demain, dit-elle doucement, un test de niveau pour un programme en ligne. » William fronça légèrement les sourcils. « Je ne savais pas que vous suiviez des cours. Je le fais après le travail, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Seulement la nuit. Je ne peux pas encore me payer l'école ici, mais si je réussis l'examen, je pourrais être éligible à des cours à distance. C'est une petite chance, mais je dois essayer. » Il y eut une pause. Il jeta un coup d'œil au manuel le plus proche de lui. Biology Humane Avancée. « Vous voulez être infirmière » demanda-t-il. Anna leva les yeux, et pour la première fois, il le vit. Le feu derrière son regard habituellement baissé. « Médecin » dit-elle. William cligna des yeux. « Je veux être médecin » continua-t-elle, la voix plus ferme maintenant. « Je le veux depuis que je suis enfant. » Il l'étudia un moment. Elle n'avait même pas 30 ans. Petite, polie, efficace. Elle nettoyait la maison, pliait le linge, ne parlait jamais à moins qu'on ne s'adresse à elle. Et pourtant, la voilà, brûlant la chandelle par les 2 bouts, poursuivant un rêve que la plupart auraient abandonné depuis longtemps. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle hésita. « Parce que, quand j'avais 10 ans, mon père est tombé malade. Nous n'avions pas d'argent pour un traitement approprié. Il est mort à la maison. Je me souviens être assise à côté de lui, me sentant inutile. J'ai promis que je ne me sentirais plus jamais aussi impuissante. » William ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement. La regarda vraiment. Elle ne demandait pas la pitié. Sa voix n'était pas brisée. Ses yeux ne suppliaient pas. Elle se tenait simplement là, tranquillement courageuse, entourée des outils d'un rêve que personne ne lui avait offert. Un rêve qu'elle construisait avec des bribes de temps, des livres usés et une pure détermination. « Vous êtes fatigué, » dit-il doucement. « Oui, admit-elle. Mais vous étudiez toujours. » « Oui. » Il hocha la tête une fois, comme s'il traitait une vérité qu'il n'avait pas été préparé à trouver dans sa propre cuisine. « Eh bien, » dit-il après un moment, en prenant un verre d'eau. « Ne me laissez pas vous interrompre. » Anna parut surprise. « Continuez, » ajouta-t-il en faisant un geste doux vers le cahier. « Vous avez un examen à réussir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, incrédules. Puis, lentement, elle hocha la tête, s'assit et rouvrit son livre. Alors que William se tournait pour partir, il s'arrêta sur le seuil, la regardant de nouveau. Cette jeune femme sans temps, sans aide, sans garantie, seulement du cran. Et à cet instant, quelque chose changea. Il ne voyait plus l'employé de maison qui lavait ses fenêtres et repassait ses chemises. Il voyait du courage. Il voyait un combat. Il voyait la graine d'un avenir pas encore écrit. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qui était resté en sommeil depuis le jour où il avait enterré sa femme. De l'espoir, de l'admiration, peut-être même la douleur faible et inconnue de l'inspiration. Dans le silence de son propre manoir,
William Duval réalisa que la lumière la plus brillante ne venait pas des lustres ou de la richesse, mais d'une petite lampe de cuisine et de la flamme tranquille et implacable d'une rêveuse nommée Anna. Les journées d'Anna commençaient avant le lever du soleil et se terminaient bien après que le monde se soit endormi. À 5 heures du matin, elle était déjà éveillée, préparant le petit déjeuner dans la cuisine silencieuse, pliant le linge, organisant le garde-manger avant que quiconque ne s'agite. En milieu de matinée, elle balayait les longs couloirs du domaine, polissait les portes vitrées, récurait les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs. Elle se déplaçait avec une efficacité discrète, ne s'attardant jamais, ne se reposant jamais trop longtemps. À l'heure du déjeuner, elle servait des repas qu'elle ne goûtait pas. L'après-midi, elle s'occupait du jardin, essuyait la poussière des étagères dans des pièces où elle n'était jamais invitée à s'asseoir. Et lorsque la maisonnée se calmait enfin pour la nuit, Anna retournait dans sa chambre, la plus petite près de la buanderie, avec un lit qui grinçait et un bureau fait de bois de récupération, et commençait sa seconde vie. Ses manuels étaient vieux, achetés d'occasion sur des sites en ligne et expédiés de Floride. Ses notes étaient griffonnées dans les marges de bouts de papier, de reçus, de serviettes qu'elle avait gardées du déjeuner. Sa seule lumière était une faible lampe de bureau qui vacillait lorsque le climatiseur se mettait en marche. Mais malgré tout, elle étudiait, elle pratiquait à voix basse la prononciation de termes médicaux complexes, craignant de réveiller la maison endormie. Elle regardait des heures de cours gratuits sur YouTube, s'arrêtant et rembobinant toutes les quelques minutes pour comprendre la terminologie. Sa connexion Internet était souvent lente, mais elle refusait de se plaindre. Elle ne pouvait pas s'offrir le luxe de la frustration. Elle ne faisait une pause qu'à minuit pour vérifier son téléphone, un message de sa jeune sœur, Marie, lui souhaitant bonne nuit, une photo de leur mère endormie, paraissant plus mince chaque semaine, un dessin de son plus jeune frère, Ben, montrant Anna en super-héroïne en blouse blanche. Elle gardait ces messages comme économiseurs d'écran, de minuscules rappels de la raison pour laquelle elle faisait tout cela. Elle envoyait chez elle presque tout ce qu'elle gagnait, pour les médicaments, les frais de scolarité, la nourriture. Elle ne gardait juste assez que pour des nouilles instantanées, du dentifrice et un ticket de bus, bien qu'elle quittât rarement la propriété. Elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements depuis des années, ses chaussures avaient des trous. Elle se coupait les cheveux elle-même pour économiser de l'argent. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait un but. Son rêve de devenir médecin n'était pas une question d'ambition ou de prestige. C'était pour des gens comme son père, mort sur une paillasse en bambou, transpirant d'une fièvre qu'il ne pouvait pas se permettre de traiter. C'était pour les mères de la province, attendant trop longtemps pour accoucher parce qu'il n'y avait pas de clinique. C'était pour donner aux enfants comme Ben une meilleure réponse que « nous n'avons pas l'argent ». Les gens lui disaient que c'était impossible, que personne comme elle, à la peau mate, fauchée, employée de maison dans un pays étranger, ne pourrait jamais porter une blouse blanche. Mais Anna ne discutait pas. Elle travaillait, tout simplement. Même les jours les plus durs, lorsque ses mains lui faisaient mal à force de frotter, ou que ses yeux brûlaient par manque de sommeil, elle ne laissait jamais la flamme en elle faiblir. Elle portait son rêve comme une petite braise sacrée dans sa poitrine, et William le remarqua. Il ne dit rien, pas encore, mais il voyait la façon dont elle se déplaçait avec discipline, la façon dont elle jetait des regards furtifs à ses livres quand elle pensait que personne ne regardait. Il remarqua la façon dont elle touchait tout avec soin, même les meubles, même le sol, comme si le monde méritait la douceur, peu importe sa dureté. Anna ne demandait jamais plus, ni temps, ni argent, ni reconnaissance. Elle ne croyait pas à l'assistanat. Elle croyait au travail accompli, et elle le faisait, tranquillement, sans relâche, sans s'excuser. Une nuit, alors qu'elle était assise à son bureau, recoupant des symptômes pour un test de diagnostic fictif, elle leva les yeux au plafond et se murmura « J'y arriverai. Même si cela me prend une éternité, j'y arriverai. » Elle ne savait pas si quelqu'un l'entendait, mais quelqu'un l'avait entendu, et pour la première fois de sa vie, William sentit que peut-être la vraie force n'était pas bruyante, puissante ou parée de métaux. Parfois, la vraie force portait un tablier le jour, un crayon dans les cheveux la nuit, et portait le poids d'un avenir auquel personne d'autre ne croyait, sauf elle. Cela commença par un second regard. Au début, William n'avait observé Anna que de loin, avec désinvolture, avec cette sorte de curiosité détachée que les gens de sa stature ont souvent envers ceux qui les servent discrètement. Mais quelque chose changea après cette nuit dans la cuisine. Après l'avoir vu recroquevillé sur des livres de médecine,
les yeux flamboyants d'une résolution lasse, il se surprit à la remarquer de plus près. Plus souvent, il voyait avec quelle douceur elle taillait les hortensias dans le jardin arrière, comme s'ils étaient des êtres vivants avec des histoires à raconter. Comment elle enroulait un torchon autour de la poignée de la bouilloire chaude pour que le cuisinier ne se brûle pas la main. Comment elle remarquait quand le majordome avait l'air pâle et lui laissait une soupe chaude devant sa porte, sans nom. Elle ne parlait pas beaucoup, mais dans le silence, elle communiquait quelque chose que peu de gens dans le monde de William faisaient jamais. La conscience, la gentillesse, non pas comme une performance, mais comme un instinct. Il commença à lui poser des questions en passant. De petites choses, non intrusives au début. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 ans, monsieur. Avant cela, des maisons privées. Toujours logées. C'est plus facile pour économiser. Ses réponses étaient courtes, respectueuses. Elle ne s'attardait jamais, ne supposait jamais, mais elle était honnête, et c'était cette honnêteté, claire, dépouillée de toute performance, qui le frappa. Un soir, alors qu'il était assis sur la terrasse sirotant une tasse de thé noir, il la vit revenir du marché avec 2 sacs à la main. Au lieu de les transmettre, elle s'arrêta près du jardinier, qui était à genoux s'occupant d'un rosier, et lui tendit une petite boîte de baume pour ses genoux. « Vous avez dit qu'il vous faisait mal la semaine dernière, dit-elle doucement, avant de disparaître dans la cuisine. William ne parla pas, mais quelque chose s'agita en lui. Le lendemain soir, en passant dans le couloir près du bureau, il la trouva assise près de la porte ouverte du couloir de service, lisant de nouveau. Elle leva les yeux, surprise, puis commença à se lever. « Pas la peine, dit-il. Ça vous dérange si je me joins à vous? » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Ici? J'aime le calme, dit-il en s'asseyant sur la chaise opposée. Elle cligna des yeux, hocha la tête, puis ferma son livre. « Non, n'arrêtez pas pour moi, dit-il. » Elle hésita, puis le rouvrit. Quelques minutes passèrent en silence. Puis doucement, il demanda, « La Floride vous manque? » Elle s'arrêta. « Chaque jour. Pourquoi ne rentrez-vous pas? » Elle ne leva pas les yeux. « Parce que tout ce que je dois devenir est encore ici. » Cette nuit-là, ils ne dirent pas grand-chose de plus, mais quelque chose passa entre eux, un fil. Cela devint une habitude. Quelques nuits plus tard, il apporta 2 tasses de café dans le même couloir. « Celui-ci est sucré, dit-il. Je n'étais pas sûr de comment vous le preniez. » Elle sourit. « Sucré, c'est bien, merci. » Ils s'assirent en silence, sirotant lentement. Un autre soir, il l'interrogea sur sa famille. Elle lui parla de sa mère, qui se remettait encore d'un AVC, et de ses 2 frères et sœurs, tous 2 à l'école. Comment elle leur envoyait de l'argent chaque semaine. Comment elle avait autrefois voulu être enseignante avant de changer de rêve après la mort de son père. « Lynn est morte d'une infection pulmonaire, dit-elle doucement. Il n'y avait pas de médecin dans notre village. La clinique la plus proche était à 2 heures de route. Le temps que nous y arrivions, il était trop tard. William ne parla pas. Ses mains se crispèrent légèrement autour de la tasse chaude. Ma femme, dit-il après une pause, avait l'habitude d'enseigner aux enfants de la ville tous les samedis matins, qu'il pleuve ou qu'il vente. Anna le regarda. Elle est morte d'un cancer il y a 5 ans, ajouta-t-il. Rapide, agressif. Un mois, elle riait de mon mauvais jeu au piano. Le suivant, parti. Anna baissa les yeux. Je suis désolé. Il secoua la tête. Je n'ai jamais dit ça à personne dans cette maison. Ils restèrent assis ensemble dans ce silence pendant longtemps. Sans prétention, sans rôle. Juste 2 personnes qui connaissaient la perte, comprenaient l'endurance, et la reconnaissaient l'une chez l'autre. Après cela, leurs conversations du soir devinrent un rituel tranquille. Certains soirs, ils parlaient de science. Certains soirs, de souvenirs. D'autres, ils s'asseyaient simplement, sirotant du café et partageant ce genre de silence qui n'était pas vide, mais rempli de compréhension mutuelle. William se surprit à attendre ces heures avec impatience. Elles n'étaient ni bruyantes ni dramatiques, mais dans le doux rythme de la présence d'Anna, quelque chose en lui commença à dégeler. Il se mit à sourire davantage, à rire de choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Un jour, il se surprit à fredonner un air dont il ne se souvenait plus depuis des années, et une nuit, alors qu'Anna lui tendait une tasse de thé et que leurs doigts s'effleurèrent, juste une seconde, il ressentit une secousse, pas nécessairement d'attraction, mais de vie. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. Le genre de chaleur qui ne flambe pas comme un feu, mais qui, lui, constante et tranquille.
Et pour la première fois depuis l'enterrement de sa femme, William Duval réalisa que son cœur était encore capable de battre pour quelque chose de plus que le souvenir. Il avait recommencé à ressentir, parce que quelqu'un, sans jamais essayer, le lui avait rappelé. Cela commença par un appel téléphonique. William était assis dans son bureau à domicile un matin, la lumière du soleil inondant de vieux meubles en acajou et des piles de rapports d'affaires qu'il ne se souciait plus de lire. Il décrocha le téléphone et composa un numéro privé, connu seulement de quelques proches collègues. « Docteur Patel, dit-il, lorsque la voix à l'autre bout du fil répondit, « J'ai besoin d'une faveur. » Une semaine plus tard, Anna fut convoquée, non pas à la cuisine, ni au jardin, mais à la bibliothèque, où William recevait rarement le personnel. Elle entra, essuyant nerveusement ses mains sur l'ourlet de son chemisier. « Monsieur ?» Il ne leva pas les yeux du dossier sur le bureau. « Il y a un hôpital avec lequel je travaille depuis plus d'une décennie. Ils ont un programme de sensibilisation communautaire le samedi. J'ai arrangé pour que vous aidiez en tant que bénévole. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Bénévole? Dans un vrai hôpital ?» Il hocha la tête. « Vous suivrez des infirmières, aiderez aux tâches non critiques, observerez, apprendrez. Ce n'est que quelques heures par semaine. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas les mots. « Considérez cela comme une pratique pour l'avenir, » ajouta-t-il en levant enfin les yeux. Sa gorge se serra. « Merci, » murmura-t-elle. « Je travaillerai dur, je le promets. » Il eut un petit sourire. « Je sais que vous le ferez. » Ce samedi-là, Anna arriva à l'hôpital animé de la ville dans ses vêtements les plus simples, les cheveux soigneusement attachés en arrière, les yeux remplis d'une énergie nerveuse. On la présenta à une infirmière nommée Claudia, qui lui donna un aperçu rapide des protocoles et l'affecta à la clinique externe. Anna n'hésita pas. Elle prit des mesures de tension artérielle, aida à remplir des formulaires pour des patients âgés qui avaient du mal avec l'anglais, calma des enfants en pleurs dans la salle d'attente et désinfecta les lits entre les rendez-vous. Elle se déplaçait avec soin, mais aussi avec détermination. Observant, absorbant, assistant là où elle le pouvait. À la fin de la première journée, Claudia s'approcha d'elle avec un sourcil levé. « Vous avez dit que c'était votre première fois dans un hôpital. » Anna hocha la tête, incertaine d'avoir fait quelque chose de mal. « Vous avez de meilleurs instincts au chevet des patients que certains de nos internes. » Anna cligna des yeux. « J'ai juste essayé d'aider comme j'aimerais qu'on aide ma famille. » Claudia la fixa une seconde de plus, puis hocha la tête. « Revenez la semaine prochaine, même heure. » Chaque samedi par la suite, Anna revint. Tôt, enthousiaste, toujours prête à apprendre. Elle posait des questions lorsque c'était approprié, prenait des notes dans son petit carnet usé et restait plus longtemps que nécessaire. Le personnel commença à la reconnaître. Quelques médecins lui demandèrent même son avis lors des tournées, non pas pour la tester, mais parce qu'elle était attentive. Pendant ce temps, William ne demandait rien. Il ne rôdait pas, ne demandait pas de nouvelles, mais chaque samedi soir à son retour, il laissait nonchalamment une tasse de thé chaud devant sa porte. Sans mots, sans note, juste un soutien silencieux. Puis, un jeudi après-midi, William l'invita de nouveau à la bibliothèque. Cette fois, un dossier l'attendait sur le bureau. Anna s'approcha lentement. Quelque chose ne va pas. Il lui fit signe de s'asseoir. Non, bien au contraire. Elle prit place, confuse. William fit glisser le dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une lettre d'acceptation d'une prestigieuse fondation de soins de santé liée à son entreprise. Elle lui était adressée. Une bourse complète pour un programme de certificat prémédical de 2 ans avec un parcours garanti vers la faculté de médecine d'une université partenaire si elle réussissait. Ses mains tremblaient en lisant. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas postulé pour ça. »« Vous n'en aviez pas besoin, » dit-il. « Je l'ai fait. » Elle leva les yeux, stupéfaite. « Pour? Quoi feriez-vous ça pour moi ?» William croisa son regard, les yeux fermes. « Parce que je vois qui vous devenez. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Vous travaillez plus dur que quiconque que je connaisse. Vous avez appris par vous-même plus que certains étudiants avec tous les avantages du monde. Et vous vous souciez des autres, profondément, sincèrement. Cela ne s'enseigne pas, mais cela mérite d'être nourri. » Elle couvrit sa bouche de sa main, essayant de tout assimiler. « Vous ne me devez rien, » continua-t-il. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la conviction. Vous avez mérité chaque ligne de cette lettre. J'ai juste aidé le monde à le voir. Je suis juste. » Elle secoua la tête.
Une employée de maison? Non, dit-il doucement. Vous êtes un futur médecin. Vous avez juste besoin que le monde rattrape son retard. Cette nuit-là, Anna n'étudia pas. Elle resta assise dans sa chambre, fixant la lettre d'acceptation, le sceau en relief doré en haut, son nom imprimé en gras. Toute sa vie, elle s'était battue pour des miettes. Pour des minutes pour apprendre, pour des livres à emprunter, pour la plus petite parcelle d'un rêve. Maintenant, une porte s'était ouverte. Non pas par miracle, mais par la foi tranquille de quelqu'un qui l'avait vu. Pas sa position, pas sa pauvreté, mais son potentiel. Et cela, plus que toute lettre d'acceptation, était le cadeau qu'elle n'avait jamais osé demander. L'espoir. Un espoir réel, tangible. Celui qui pouvait construire un avenir. Anna garda la lettre entre ses mains pendant des jours, la pliant et la dépliant, traçant son nom du bout du doigt, relisant chaque ligne jusqu'à pouvoir la réciter dans son sommeil. Une bourse complète. Une vraie salle de classe. Des professeurs, des laboratoires, des manuels qu'elle n'aurait pas à emprunter, un avenir. Mais derrière ce sceau doré se cachait un coup qu'elle ne pouvait ignorer. Elle s'assit à son bureau tard une nuit, calculatrice à la main, griffonnant des chiffres au dos d'une enveloppe. Les frais de scolarité étaient couverts, mais le loyer chez elle ne l'était pas. Ni les médicaments de sa mère, ni les frais de scolarité de Marie et Ben. Chaque dollar qu'elle envoyait chez elle de son salaire d'employée de maison était déjà compté. Si elle quittait cet emploi pour étudier à plein temps, cette bouée de sauvetage disparaîtrait. Elle prit sa tête entre ses mains. Pouvait-elle vraiment s'en aller? Du revenu stable, aussi modeste soit-il, des personnes dont elle avait juré de prendre soin, pouvait-elle risquer tout ce dont il dépendait juste pour poursuivre quelque chose qui ressemblait encore à un rêve? Le lendemain matin, Anna demanda à parler à William. Il l'invita dans la véranda, un espace calme et ensoleillé, bordé d'orchidées en pot et de fougères. Elle se tenait raidement en face de lui. La lettre d'acceptation serrée fermement dans ses mains. « Je ne pense pas pouvoir y aller, dit-elle, la voix basse. Pas maintenant. » William leva les yeux du thé qu'il versait. « Pourquoi? J'envoie de l'argent chez moi chaque semaine. La santé de ma mère dépend de ses médicaments. Mes frères et sœurs, ils sont encore à l'école. Si j'arrête de travailler, ils n'auront rien. Je ne peux pas être égoïste. » Il reposa la théière. « Anna, ce que vous appelez égoïste, j'appelle courageux. » Elle secoua la tête. « Ils ont plus besoin de moi que le monde n'a besoin d'un autre médecin. » Il se leva lentement, se dirigea vers elle et posa doucement une main sur la lettre entre ses doigts. « Vous avez passé votre vie entière à donner, et j'admire cela. Mais si vous abandonnez votre rêve pour survivre, vous continuerez à survivre et ne vivrez jamais vraiment. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne vous demande pas de les abandonner, continua-t-il, mais peut-être est-il temps que quelqu'un d'autre aide à porter le fardeau. Peut-être est-il temps que vous deveniez la personne que vous étiez censé être. » Elle le dévisagea, tremblante. « Personne ne m'a jamais dit ça avant, murmura-t-elle. Je le pense sincèrement. » Le silence s'installa entre eux comme une poussière qui tombe. Puis, lentement, elle s'abaissa sur la chaise en face de lui. Ses doigts se desserrèrent sur la lettre. Ses épaules s'affaissèrent. « J'ai peur, dit-elle. « Je sais, répondit-il doucement. C'est comme ça qu'on sait que ça en vaut la peine. » Anna regarda par les portes vitrées le soleil du matin qui inondait le jardin. Elle pensa à son père, toussant dans le noir. À sa mère, attendant des médicaments. À sa sœur, dessinant des images d'Anna en blouse blanche. À son frère, les yeux écarquillés, plein de questions auxquelles elle n'avait jamais eu le temps de répondre, et elle pensa à elle-même. Non pas à qui elle avait été, mais à qui elle pourrait devenir. Finalement, elle hocha la tête. « Je le ferai. » William expira, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Alors le monde vient d'avoir plus de chance. » Elle rit à travers ses larmes. Le genre de rire qui venait du plus profond d'elle-même. Mi-joie, mi-incrédulité. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle. « Vous n'avez pas à le faire, » dit-il. « Devenez simplement qui vous êtes déjà. » Cette nuit-là, Anna commença à faire ses valises. Non pas avec peur, mais avec autre chose. Résolution, courage. Le frisson tranquille de s'engager enfin dans une vie qui lui avait toujours semblé hors de portée. Elle ne laissait pas sa famille derrière elle. Elle avançait pour eux et pour elle-même. Le premier jour au programme de la fondation médicale ressemblait à l'entrée dans un autre monde. Anna se tenait devant le bâtiment du campus.
son sac à dos sur une épaule, serrant un dossier de documents. Autour d'elle, des étudiants sortaient de voitures de luxe, portaient des manteaux de marque, transportaient des tablettes et des écouteurs à réduction de bruit. Leur conversation flottait dans l'air vif du matin. On parlait de vacances, de tuteurs privés, d'admissions héritées. Elle se tassa légèrement dans son pull, sentant le bord effiloché de son col comme un projecteur. Elle franchit rapidement les portes vitrées, la tête baissée, serrant sa carte d'identité de boursière comme un bouclier. Dans son premier laboratoire d'anatomie, elle ne parla pas. Elle prit des notes, écouta attentivement, hocha la tête lorsqu'on s'adressait à elle. Elle ne rit pas avec les autres lorsque le professeur fit une blague. Elle était trop concentrée, trop incertaine de sa place. Les autres étudiants la remarquaient à peine. Quelques-uns souriaient poliment. La plupart ne lui demandèrent pas son nom. Mais Anna prêtait attention. Elle observait. Elle étudiait. Elle mémorisait chaque terme, révisait chaque nuit, s'entraînait seule avec des fiches et des simulations en ligne. Elle était toujours la première arrivée, la dernière partie, silencieuse, invisible, mais présente. Implacable. Un après-midi, lors d'une étude de cas en groupe, l'instructeur posa un scénario difficile concernant un trouble immunitaire rare. La classe hésita, incertaine. Anna leva la main, doucement mais fermement. Les symptômes correspondent à une variante du syndrome de Job, dit-elle. Nous l'avons couvert la semaine dernière dans la lecture d'immunologie. Le silence tomba dans la pièce. L'instructeur cligna des yeux. C'est correct. À partir de ce jour, les chuchotements commencèrent à changer. On commença à lui poser des questions, non par condescendance, mais par curiosité. Qui était-elle? Où avait-elle appris à penser comme ça? Anna ne donnait jamais de longues réponses. Elle continuait simplement à se présenter, encore et encore, avec précision, humilité et passion. Chaque mois, elle écrivait à William. Pas d'emails, de lettres, manuscrites sur du papier ligné, soigneusement pliées dans des enveloppes. Elle lui parlait de ses cours, de ses examens, de ses petites victoires. Elle le remerciait dans chacune, n'oubliant jamais qui avait ouvert la porte, mais ne demandant jamais rien de plus. Il ne répondit jamais, mais il lisait chacune d'elles, et après les avoir lues, il les épinglait sur un tableau en liège dans son bureau. Chaque lettre comme un témoignage silencieux de quelque chose dont il n'avait pas su qu'il avait besoin. Un rappel que son monde, autrefois froid et calculé, avait en quelque sorte aidé à donner vie à quelque chose de bon. Un soir, son assistant entra dans le bureau, vit les lettres et demanda « Sont-ce celles de votre nièce ?» William sourit faiblement. Quelque chose comme ça. Anna continua à s'épanouir. Elle obtint les meilleures notes à ses examens, les éloges des professeurs et des invitations à participer à des projets de recherche. Elle rejoignit un programme de mentorat pour étudiants immigrés, offrant des séances de tutorat à ceux qui commençaient à peine le voyage qu'elle avait autrefois craint. Et lentement, quelque chose changea. Pas dans son environnement, mais en elle. Elle commença à se tenir plus droite. Elle commença à lever la main plus souvent. Elle regardait ses professeurs dans les yeux. Elle cessa de s'excuser en parlant. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une assurance nouvelle. Elle avait autrefois murmuré son rêve dans le noir. Maintenant, elle se tenait dans des amphithéâtres lumineux et parlait de médecine, de soins et d'éthique avec clarté et force. Un après-midi, elle aperçut son reflet dans le miroir de la bibliothèque du campus. Les cheveux soigneusement tirés en arrière, une blouse blanche sur le bras, des manuels serrés contre sa poitrine. Elle ne ressemblait plus à une employée de maison. Elle ressemblait à un futur médecin. Mais plus que cela, elle ressemblait à quelqu'un qui savait qu'elle avait sa place. Et bien que William n'ait jamais dit un mot sur les lettres accrochées à son mur, il les lisait chaque nuit, attentivement, comme des écritures saintes. Et dans sa maison silencieuse, autrefois si pleine de pertes, il y avait maintenant une présence douce et constante. La connaissance que quelque part, Anna devenait exactement qui elle était censée être, non pas grâce à lui, mais parce que quelqu'un avait enfin cru qu'elle le pouvait. La voiture s'engagea dans la longue allée de gravier, crissant doucement sous les pneus. Le domaine n'avait pas beaucoup changé. Le lierre s'enroulait toujours autour des colonnes blanches, les fenêtres brillaient toujours sous le soleil de l'après-midi, et le jardin fleurissait avec la même élégance discrète dont Anna se souvenait. Mais quelque chose en elle avait complètement changé. Elle sortit, ajusta son blazer et prit une profonde inspiration. 4 ans.
4 ans qu'elle avait parcouru ce chemin avec une serpillière dans une main et un sac à lunch dans l'autre. 4 ans qu'elle avait discrètement récuré les sols, cuisiné les repas, plié les draps et étudié la nuit, s'accrochant à un rêve fragile. Maintenant, elle revenait, non pas comme une employée de maison, mais comme une diplômée de la faculté de médecine. Un médecin en formation, une femme façonnée par le cran, la douleur et une foi implacable. Elle sonna. La porte s'ouvrit lentement, et il était là. William. Un peu plus âgé maintenant, les rides sur son visage un peu plus profondes, ses cheveux plus gris, mais ses yeux les mêmes. Chaleureux, observateurs. Pendant un bref instant, aucun ne parla. Puis il sourit. Anna, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne s'en souvenait. Elle lui rendit son sourire. Bonjour, monsieur Duval. Plus de monsieur? Elle secoua la tête en riant doucement. Pas aujourd'hui. Il s'écarta. Entrez. Elle pénétra dans la maison qu'elle avait autrefois nettoyée de fond en comble. Mais maintenant, elle la voyait différemment. Non pas comme un endroit qu'elle servait, mais comme un lieu qui avait silencieusement été témoin de sa transformation. Ils traversèrent le couloir jusqu'à la véranda, où la lumière du soleil se déversait toujours sur le sol carrelé. Il versa le thé sans demander, comme il en avait l'habitude, et lui tendit une tasse. Ils s'assirent. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Le silence était désormais familier. Comfortable. Portage. Finalement, William dit, « J'ai gardé toutes vos lettres. » Anna leva les yeux. « Elles sont toujours sur le mur, » ajouta-t-il, le regard lointain. « Quand la maison semble trop silencieuse, je les relis. » Sa gorge se serra. « Je n'ai jamais su si vous les lisiez. » Il eut un petit rire. Chacune d'entre elles. 2 fois. Elle sourit, les yeux doux. « Merci. Pour tout. Je n'y serais pas arrivé sans votre confiance. Vous y êtes arrivé, dit-il, parce que vous avez refusé d'échouer. » Ils se lancèrent ensuite dans des récits. D'école, de longues nuits d'études, de son premier patient, de l'hôpital où elle commencerait son internat. William écoutait, les mains enroulées autour de sa tasse, hochant parfois la tête, riant parfois. Puis, il demanda doucement, « Regrettez-vous parfois d'être parti ?» Elle le regarda longuement. Puis, lentement, elle secoua la tête. « Non, dit-elle, parce que ce que j'ai trouvé sur le chemin du retour, c'était moi. » Il hocha la tête une fois, profondément, comme si ces mots comblaient quelque chose en lui qui n'avait pas su être vide. Le soleil déclina, peignant la pièce d'ambre. Ils étaient assis dans cette lueur, non pas comme employeurs et employés, non pas comme milliardaires et femmes de chambre, mais comme autre chose. Quelque chose de non dit, mais de profondément réel. Et dans le silence entre eux, quelque chose passa. Pas un amour déclaré, pas des promesses faites, mais une reconnaissance. De tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce qu'ils étaient devenus, et de la possibilité de ce qui pourrait encore être. L'amphithéâtre était comble, les lumières chaudes et les applaudissements assourdissants. Anna se tenait au pupitre dans sa toge de diplômée, les mains tremblant légèrement sur les bords du discours qu'elle avait écrit et réécrit 100 fois. Sa blouse blanche portait désormais son nom brodé en lettres noires nettes, Docteur Anna Misantos. Et son cœur ne battait pas de peur, mais de quelque chose de plus fort. Une certitude tranquille. Elle prit une inspiration et regarda la mère de visage. Compagnon diplômé, famille fière, professeur et parrain. Et quelque part vers le fond, dans l'ombre, était assis William. Il ne fit pas de signe, il ne se leva pas, mais il était là, comme il l'avait toujours été. Anna se pencha vers le microphone. « Je ne suis pas né dans une vie d'opportunité, commença-t-elle. Je suis né dans une petite maison, où les rêves étaient souvent trop chers pour être abordés. » Un silence tomba sur la foule. J'ai grandi en regardant la maladie emporter les gens que j'aimais, non pas parce qu'il n'y avait pas de remède, mais parce que nous ne pouvions pas les atteindre. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon travail consistait simplement à survivre. Elle marqua une pause, cherchant du courage dans le silence. Mais un jour, quelqu'un m'a vu. Non pas pour ce que je faisais, non pas d'où je venais, mais pour ce que je pouvais devenir. Elle sourit, doucement et fermement. Il y avait un homme qui m'a vu, non pas comme une employée de maison, mais comme une histoire attendant d'être racontée. Et il m'a donné la seule chose qui ne peut être achetée. La confiance. Un murmure parcourut l'auditoire, mais Anna ne broncha pas. Cette confiance a tout changé, et maintenant je me tiens ici non seulement comme médecin,
mais comme preuve que la gentillesse peut être la graine de quelque chose d'extraordinaire. L'ovation debout dura plusieurs minutes, mais Anna ne l'entendit pas. Ses yeux l'avaient déjà trouvé. William, toujours assis, n'applaudissant pas mais souriant, un sourire lent et fier qui atteignait ses yeux. Quelques mois plus tard, Anna ouvrit sa première clinique communautaire dans un modeste bâtiment du Queens. Ce n'était pas glamour, juste 5 pièces, une petite salle d'attente et une fresque peinte par des enfants du quartier sur le mur latéral. Mais elle était pleine de patients, de bénévoles, d'espoir. Elle offrait des bilans de santé aux familles sans papier, des soins prénatals aux mères qui ne pouvaient pas se payer l'hôpital, des vaccins aux enfants passés entre les mailles du filet. Son personnel était restreint, son budget plus serré que jamais, mais ses portes étaient toujours ouvertes. Elle l'appela Projet Yawaga, Tagalog pour merveille, un hommage au mystère de la façon dont la vie, malgré tout, pouvait encore s'épanouir. Aucun nom de donateur n'était imprimé sur la plaque, mais Anna savait. William finançait l'équipement, couvrait le loyer, envoyait des dons mensuels par des canaux anonymes. Quand elle le remerciait, par lettres, messages vocaux, messages auxquels il ne répondait jamais, il continuait simplement. Discrètement, constamment, un après-midi d'automne, Anna l'invita à lui rendre visite. Il arriva à l'heure de la fermeture, vêtu d'un simple manteau, l'air un peu plus mince, un peu plus lent, mais ses yeux portaient toujours ce regard constant auquel elle avait appris à faire confiance. Ils s'assirent sur un banc devant la clinique, regardant un groupe d'enfants jouer à la craie sur le trottoir, dessinant des soleils, des bonshommes allumettes et des rêves. Aucun ne parla pendant un moment. Puis Anna dit, « J'ai toujours voulu vous demander pourquoi. Pourquoi moi ?» Il la regarda longuement, puis prit sa main. Juste un instant, il la tint. Pas de mots, pas de mouvement, juste l'immobilité. Puis il lâcha prise. Mais dans ses yeux se trouvait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Qu'il n'avait jamais cessé de croire en elle. Qu'il n'avait jamais rien voulu en retour. Que peut-être, juste peut-être, l'amour n'avait pas toujours besoin d'être exprimé à voix haute pour être réel. Elle appuya légèrement sa tête contre son épaule. Les enfants riaient plus fort. La fresque captait le coucher du soleil. Et 2 personnes, autrefois étrangères dans une cuisine éclairée par une seule ampoule, étaient assises tranquillement, témoins de la vie qu'elles avaient construite ensemble, de différentes manières, pour la même raison. Certaines histoires ne se terminent pas par l'amour. Certaines commencent avec lui, et continuent simplement de grandir. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce puissant voyage. Un voyage qui a commencé en silence, sous la faible lueur d'une lampe de cuisine, et qui s'est déployé en quelque chose de bien plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'histoire d'Anna et William n'est pas seulement une question de succès ou de sacrifice. Il s'agit de voir quelqu'un, de le voir vraiment, non pas pour où il est, mais pour où il est capable d'aller. Il s'agit de ce genre d'amour qui n'a pas toujours besoin d'être nommé, mais qui est ressenti profondément dans les moments tranquilles de confiance, de soutien et de soins indéfectibles. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à Histoire qui remue l'âme, où chaque semaine nous vous apportons d'autres récits authentiques d'espoir, de résilience, de compassion et de la beauté inattendue des liens humains. Votre prochaine histoire préférée n'est qu'à un clic. D'ici là, continuez à croire, aux autres et en vous-même.